Je vous prie de nous excuser un peu de ce léger retard avec le professeur Pénaruiz. Avant tout, une première recommandation, c'est de bien vouloir éteindre vos portables, bien sûr. Et la deuxième, c'est de vous annoncer la prochaine conférence qui aura lieu ici même le 28 novembre prochain, même heure, avec donc Isabelle Garot, qui est une philosophe et qui anime la pensée, la grande tradition marxiste en France, et elle nous parlera des luttes d'idées à l'âge du néolibéralisme. Donc ce soir, nous recevons le professeur Pénaruiz, et je tiens à le remercier au nom des Alim et la Liberté d'avoir bien voulu une fois de plus venir assurer une conférence pour nous. Il en fait beaucoup et il vient quand même de Paris chaque fois bénévolement pour nous assurer cette conférence. On ne le présente plus aux Amis de la Liberté. Je pense que c'est un philosophe et un écrivain qui conçoit beaucoup de concepts, qui essaie de faire avancer les idées émancipatrices dans ce pays, non seulement sur la laïcité, dont il est un grand représentant français, mais aussi sur tous les ouvrages qu'il a bien voulu faire sur la pensée et la philosophie à notre époque. Il est un peu dans la lignée de notre ami André Tozel, qui aussi travaillait les concepts pour un monde meilleur en France et ailleurs. Pour le dire aussi, merci, parce qu'il a bien voulu, et c'est un peu l'objet de notre retard, il a assuré au collège Henri Matisse 2 heures de débat avec les élèves de 3e, je crois, de classe du lycée Henri Matisse à Nice. Et donc, évidemment, ça a un peu débordé, et c'est pour ça qu'il arrive ici avec quelques retards. Merci encore, Henri, et pour te remercier aussi vis-à-vis de nous, pour ce que tu fais et que tu te déplaces souvent pour nous. Eh bien, notre conseil d'administration a décidé pour la première fois d'avoir un membre d'honneur, et c'est toi qui seras le nouveau membre d'honneur de notre société. Donc ce soir, il va nous parler de Victor Hugo. Il dit que par-delà les commentaires qu'il va faire, il va lire aussi beaucoup de textes de Victor Hugo. Et je lui cède tout de suite la parole, bien sûr. Merci beaucoup, Louis. De toute façon, c'est toujours un plaisir pour moi de venir à Nice pour participer au travail formidable d'éducation populaire, de bataille des idées, de paris sur la culture. Je crois que dans la période troublée que nous vivons, c'est ça qu'il faut faire. C'est ça qui est le moins décevant, c'est ça qui est le plus porteur d'avenir. Donc faire le pari de la culture et aussi, évidemment, de la culture comme facteur de progrès humain. Alors aujourd'hui, je vais peut-être, je ne veux pas dire m'éloigner de la philosophie politique, puisque habituellement, mes interventions portent sur la philosophie politique. Je ne vais pas m'en éloigner puisque je vais vous parler essentiellement des combats politiques de Victor Hugo, mais j'ai voulu ajouter à cette dimension proprement politique, puisque Victor Hugo était un poète visionnaire, un romancier poète, un écrivain polygraphe, comme on dit, qui a écrit de multiples manières. Mais c'est un homme qui a été un vrai visionnaire quand on pense à la diversité de ses engagements politiques, qu'il a d'ailleurs assumé au fil de sa vie, d'une longue vie, 1802-1885, assistant au déroulé successif d'un certain nombre de régimes politiques, le consulat, l'Empire, et puis la monarchie restaurée, et puis la République en 48, République d'abord dite bourgeoise en février 48, populaire en mai 48, mais ça se termine mal avec la répression du mouvement ouvrier, puis l'exil après le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte, qui devient Napoléon II,
l'exil à Bruxelles, puis à Jersey, puis à Guernesey, le retour en France seulement après la défaite de Napoléon II à Sedan, quand la République est proclamée, Napoléon III, pardon, je voudrais m'excuser. Vous voyez, c'est déjà un petit peu, c'est pas de bon augure, la fatigue. Napoléon III, bien entendu. Napoléon le Petit, comme disait Victor Hugo dans un ouvrage terrible. Je ne sais pas si vraiment Bonaparte, Napoléon Ier, était Napoléon le Grand, parce qu'on verra que le rapport de Victor Hugo à Napoléon Bonaparte, ou à Bonaparte-Napoléon, pour parler dans l'ordre chronologique, Bonaparte, soldat de la Révolution, Napoléon fondant un empire, après un coup d'État militaire, lui aussi un coup d'État, ce rapport de Victor Hugo à cet homme était très ambivalent, hein, à la fois d'admiration, mais en même temps de recul critique face à la dérive autoritaire de l'Empire. Donc on verra ça. Donc Victor Hugo ne rentre à Paris qu'après la proclamation de la République, et il assiste à la Commune de Paris, qu'il soutient tout en disant que ses modalités sont critiquables. Une belle chose mal faite, dit-il, de la Commune de Paris. Et son dernier combat politique qu'il remportera, c'est le combat pour l'amnistie des communards, qu'il remportera en 1883, 2 ans avant de mourir. Il meurt en 85. Selon les observateurs, l'enterrement de Victor Hugo fut une grande manifestation populaire. Et voilà, bon, on sait que Les Misérables, c'est sans doute un des romans français les plus traduits dans le monde entier. Voilà, donc je vais essayer de vous en parler. J'essaierai de lui donner la parole. Évidemment, ma prose paraîtra bien palichonne à côté de la prose ou des vers de Victor Hugo. Et j'essaierai, tout au long de l'exposé, j'essaierai de lui laisser la parole à travers la lecture de poèmes, de discours, etc. Voilà. Donc on va commencer. Donc, est-ce que vous m'entendez bien? Il ne faut pas hésiter à me dire. C'est bien? Oui. Bien. Donc Victor Hugo, 1802-1885, est un homme qui, sur le plan politique, va beaucoup évoluer. Dans sa petite jeunesse, écartelé entre des parents qui ne s'entendent pas, son père, qui est un soldat de Napoléon, général d'Empire, et sa mère, qui lui tient un discours plutôt monarchiste. Il y a déjà un premier écartèlement dont petit enfant il n'a pas vraiment conscience, mais dont il prendra confiance au fur et à mesure. Donc le jeune poète Victor Hugo est d'abord monarchiste, sans doute sous l'influence de sa mère, mais avec, disons, une teinte d'admiration quand même pour Bonaparte devenu Napoléon, même si cette admiration sera ternie par l'idée du coup d'État, mais très vite cette admiration sera un peu restaurée au regard de la petitesse de Napoléon III, que Victor Hugo couvrira de sarcasme dans Napoléon le Petit. Alors voyons, si vous voulez, dans un premier temps, voyons comment le tout jeune Victor Hugo va évoluer. Je vais essayer de vous faire cet exposé en respectant les 3 grands termes de la devise républicaine: liberté, égalité, fraternité. Et nous allons commencer par le moment liberté. Ce moment liberté qui va en gros de 1802 à 1848, proclamation de la République.
Donc, Victor Hugo, tout jeune, fait la connaissance de Lahorie, qui est un général d'Empire qui se révolte contre la dérive autoritaire de l'Empire de Napoléon. Il est tout jeune. On ne sait pas, c'est pas très important, on ne sait pas si Lahorie, général d'Empire, qui a joué un rôle important dans l'enfance de Victor Hugo, on ne sait pas s'il était vraiment l'amant de sa mère apparemment en rupture avec son père. C'est possible, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. En tout cas, il a joué un rôle quasiment en tant que parrain, comme s'il était un parrain. Et je vais m'inspirer pour évoquer Lahorie, une figure importante, donc un général d'Empire qui se serait révolté contre la dérive autoritaire de Napoléon, fondant effectivement l'Empire. Il faut voir que Victor Hugo va toujours être hanté par deux figures. La figure de Bonaparte, Austerlitz, le sauvetage de la Révolution contre les monarchies coalisées d'Europe, donc ça c'était une grande figure, c'est le soldat de la Révolution, qui mène une guerre défensive, pour reprendre une expression d'Auguste Comte. Une guerre est juste quand elle n'est que défensive, elle devient injuste quand elle est offensive et finalisée par des conquêtes. Mais les guerres de les guerres de Bonaparte sont des guerres de préservation de la possibilité pour le peuple français de mener à bien sa révolution. Ce sont des guerres défensives contre l'Europe des monarchies coalisées. Alors que, évidemment, avec l'Empire, cela prendra une autre tournure, et il est clair que ce clivage entre le Bonaparte, soldat de la Révolution, et le Napoléon, empereur, qui se couronne lui-même et qui va refonder quasiment une dynastie, qui va en quelque sorte brouiller le message de la Révolution, il y a cette ambivalence qui va s'instaurer tout de suite. Alors, quand il est enfant, il voit rarement son père et il voit un homme qui s'appelle Lahorie, général d'Empire, et qui est souvent là. Est-ce pour pouvoir être auprès de sa mère? Peut-être. Mais en tout cas, il joue un rôle très important auprès du petit Victor Hugo. Il évoque la figure de Lahorie dans le texte qu'il écrira en 1875, alors qu'il a donc 73 ans, qui s'appelle « Le droit et la loi ». C'est un texte très largement autobiographique dans lequel j'ai tiré effectivement un certain nombre de notations qui me permettent de raconter un peu le jeune Victor Hugo. Première citation, il va y en avoir beaucoup. Première citation de Victor Hugo. Nous sommes donc effectivement à l'époque de l'Empire. 3 généraux viennent de se révolter contre Napoléon, et Napoléon va les faire fusiller. Et parmi ces généraux, il y a Lahorie, qui avait tenu le petit Victor sur ses genoux. Et voici ce que raconte Victor. J'aurai toujours présent à la mémoire le jour où il me prit sur ses genoux et me murmura à demi-voix, en me regardant tendrement, « Enfant, avant tout, la liberté. » Un jour, il disparut de la maison. J'ignorais alors pourquoi. Des événements survinrent. Il y eut Moscou, la Bérésina, un commencement d'ombre terrible. Nous allâmes rejoindre mon père en Espagne. Napoléon avait envahi l'Espagne à l'époque. Puis nous revînmes aux Feuillantines. Un soir d'octobre 1812, donc le petit Victor a 10 ans, je passais, donnant la main à ma mère, devant l'église Saint-Jacques-du-Haut-Pas. Une grande affiche blanche était placardée sur une des colonnes du portail, celle de droite. Je vais quelquefois revoir cette colonne.
Les passants regardaient obliquement cette affiche, semblaient en avoir un peu peur, et après l'avoir entrevue, doublaient le pas. Ma mère s'arrêta et me dit « Lis ». Je lus. Je lus ceci. Empire français, par sentence du premier conseil de guerre, ont été fusillés en plaine de Grenelle pour crime de conspiration contre l'Empire et l'Empereur les 3 ex-généraux, Mallet, Guidal et Lahorie. Lahorie, me dit ma mère, retiens ce nom. Et elle ajouta, c'est ton parrain. D'abord, la liberté. Donc, le premier mot de politique que le petit Victor entend, selon son autobiographie, c'est le mot de liberté. Et c'est ce mot qui crée très vite une exigence. Le jeune Victor Hugo va être, sous l'influence de sa mère, monarchiste. Mais c'est l'exigence de liberté qui va conduire le jeune Victor Hugo à s'éloigner de la monarchie, et nous allons voir comment. D'abord la liberté, et bientôt inséparable de la liberté, il y a le droit qui la rend possible et l'organise. Donc, le mot qui est souvent sous la plume de Victor Hugo, c'est le droit. Vous savez que la Révolution française, qui est effectivement la lumière portée dans l'œuvre de Victor Hugo, Révolution française pour laquelle il éprouve la plus grande admiration, la Révolution française a fait advenir l'idée qu'en lieu et place de la fille aînée de l'Église, de la France d'Ancien Régime, de la hiérarchie qu'elle maintenait, d'une hiérarchie verticale, le roi, ministre de Dieu sur la terre, disait Bossuet dans La politique tirée de l'Écriture sainte, le roi, ministre de Dieu sur la terre, donc un roi sacralisé, le rite du sacre des rois de France, un roi qui donc ne peut pas être contesté, puisque dans la France fille aînée de l'Église, ce roi est ministre de Dieu sur la terre. C'est la théorie de la monarchie absolue de droit divin, qu'a illustré notamment Louis XIV, lorsque Louis XIV notamment révoque l'édit de Nantes qui avait permis une tolérance à l'égard des protestants par l'édit de Fontainebleau. Louis XIV utilise la formule quasiment totalitaire « un roi, une loi, une foi ». Et ce fut la réorganisation des dragonnades et des persécutions contre les protestants. Vient la prise de la Bastille. Le peuple de Paris prend d'assaut la Bastille, forteresse royale. Il crie « liberté ». La Bastille, où l'on embastillait sur simple lettre de cachet. D'abord, la liberté. En 1815, la monarchie est restaurée. Napoléon est vaincu. L'épisode de l'Empire va se refermer. Le jeune Hugo a alors 13 ans. Et paradoxalement, l'acceptation par le roi de la charte semble finalement réconcilier l'idée de liberté avec l'idée de paix. C'en est fini des guerres napoléoniennes qui ont coûté très cher en hommes et en argent. Et donc on comprend qu'avec la monarchie restaurée, il y ait effectivement une sorte de soulagement en France. C'en est fini des guerres, c'en est fini aussi du despotisme napoléonien, et l'acceptation par le nouveau roi, l'acceptation par le roi d'une charte des libertés semble finalement faire entrer la France dans une période plus paisible. Le 15 décembre 1821, le jeune Hugo est déjà fiancé à Adèle et il lui écrit ceci. « Je fais peu de cas, je l'avoue, de l'esprit de convention, des croyances communes, des convictions traditionnelles. C'est que je crois qu'un homme prudent doit tout examiner avec sa raison avant de rien accueillir. » Donc déjà,
en 1821, il y a ce que j'appellerais un esprit voltairien chez Victor Hugo. Il est monarchiste parce qu'à l'époque, bon, on est monarchiste, c'est la paix retrouvée. Charles X, après tout, n'est pas si mal que ça. Il a accepté la charte des libertés. Et il est sans doute sous l'influence de sa mère. Mais quelques événements vont le conduire déjà à prendre ses distances avec la monarchie. Il y a déjà chez Hugo un esprit frondeur que j'appelle voltairien, mais que je pourrais appeler aussi cartésien, parce que si vous relisez la formule « Un homme prudent doit tout examiner avec sa raison avant de rien accueillir », vous ne pouvez pas ne pas penser à ce que dit Descartes au début du discours de la méthode, le bon sens, c'est-à-dire la raison, est la faculté la mieux partagée, et dans les règles de la méthode, Descartes dira « Ne jamais rien admettre pour vrai que je ne le connusse évidemment être tel ». Donc cette façon de révoquer en doute tout ce qui véritablement n'est pas saisi comme vrai et fondé en raison, c'est l'esprit cartésien. Et l'esprit voltairien, bah, c'est l'esprit de la raison des Lumières, qui refuse les dogmes, qui refuse les conventions, et qui effectivement anima chez Voltaire son combat pour la liberté, notamment contre l'obscurantisme religieux. Vous savez que Voltaire avait un surnom terrible, Écrelin. Le surnom de Voltaire, Écrelin, c'est la contraction de « écrasons l'infâme ». Et qui était l'infâme? L'Église catholique qui persécutait, qui, au nom de ses dogmes, voulait imposer le dogmatisme. Et donc, effectivement, il y a un esprit voltairien chez Hugo. D'ailleurs, quand il parle de Voltaire, quand il en parlera, il en parlera toujours de façon élogieuse. Et un esprit aussi cartésien. Si bien que, même s'il accepte l'ordre de la monarchie, et c'est un homme d'ordre à cette époque, et ce qu'il écrit, par exemple, dans Les Odes et Ballades, un de ses premiers recueils de poèmes en 1828, c'est ceci: « Espérons qu'un jour, le 19e siècle, politique et littéraire, pourra être résumé d'un mot: la liberté dans l'ordre, la liberté dans l'art. » Et il écrit un roman, Bug-Jargal, qui évoque la lutte des hommes pour la liberté contre l'esclavage. Donc déjà, on voit cette orientation. Il est encore monarchiste, mais il est dans une orientation vers la liberté. Mais voilà, qu'est-ce que la liberté dans une monarchie? La liberté dans l'art. Et retenons bien cette idée, le premier combat de Victor Hugo, ça va être pour la liberté dans l'art. Que va-t-il se passer en effet? Le poète est libre, clame-t-il dans les premiers mots de la préface des Orientales. Il va connaître une première censure royale à propos de son drame Inès de Castro en décembre 1822. Censure. Il subit cette censure et ça lui plaît guère. Il a 20 ans, il écrit et il se fait censurer. Mais surtout, le 1er août 1829, le ministre de l'Intérieur du roi, Martignac, interdit son drame Marion de Lorme. Marion de Lorme, c'est un drame de Victor Hugo où il dresse un portrait peu flatteur de Louis XIII. Et les conseillers du roi disent « Sire, il vise Louis XIII, mais c'est vous qu'il veut atteindre, c'est-à-dire Charles X. » Le roi en personne apprend donc, et sans doute cautionne la censure que lui suggèrent ses conseillers. Et quand Victor Hugo, qui vient d'écrire Marion de Lorme, les répétitions ont commencé, et il apprend que sa pièce ne pourra pas être jouée. Alors là, décision royale, c'est pour lui sans doute le premier grand moment où il s'interroge sur la monarchie. En plus, le roi commet
il connaît peu Victor Hugo, qui est un jeune homme fier, le roi commet une énorme faute, une énorme indélicatesse. Vous savez ce qu'il fait? Il tente d'acheter la soumission de Victor Hugo en lui proposant une forte pension. Que Victor Hugo, qui pourtant à cette époque n'est pas très argenté, refuse. Pas question de m'acheter, donc. Le poète est libre, dit-il. Et ce refus de la pension royale va déboucher sur une première lutte de Victor Hugo, qui va dire, nous, écrivains, nous pouvons vivre de nos droits d'auteur. Battons-nous pour faire reconnaître les droits d'auteur. Et ainsi, nous gagnerons notre vie avec notre travail sans avoir à dépendre de la générosité royale qui est aléatoire puisqu'elle peut être ou ne pas être. Donc ici, en refusant une pension, en refusant une sorte de mécénat royal, Victor Hugo va tout de suite engager une réforme du mode de vie des écrivains, puisque les écrivains écrivent, sont joués, sont lus, ils doivent vivre de leurs droits d'auteur, et non pas du bon vouloir du prince. Il y a dans ce premier combat de Victor Hugo pour la liberté en art, pour le rejet de toute censure, il y a dans ce premier combat une rupture radicale avec l'Ancien Régime. Rejet du mécénat, rejet de la condescendance royale qui cherche à obtenir la soumission avec de l'argent, affirmation de la liberté en art. Et le premier grand combat de Victor Hugo, c'est pour la liberté en art. L'illusion monarchiste commence à se dissiper. Nous sommes en 1829, Victor Hugo a 27 ans, et il se met à écrire son premier roman, Notre-Dame de Paris. Et dans Notre-Dame de Paris, qui paraît en 1831, Victor Hugo écrit cette phrase extraordinaire, je cite, « Toute civilisation commence par la théocratie et finit par la démocratie. » Analysons. Théocratie, théos, Dieu, kratein, le pouvoir. La théocratie, c'est le pouvoir de Dieu. On sait que chaque monothéisme a eu sa figure théocratique. Le judaïsme, avec le premier et deuxième royaume des Hébreux, le christianisme, avec la théocratie que fit régner Constantin, puis Théodose, et l'islam, avec le royaume de Médine. Ces trois figures des trois monothéismes sont trois figures théocratiques. Et quand, évidemment, Victor Hugo, qui est chrétien, parce qu'il a une éducation religieuse, du fait de sa mère notamment, Victor Hugo est chrétien, mais déjà, il remet en question le rôle que l'on fait jouer à la religion dans la politique. Toute civilisation commence par la théocratie, c'est-à-dire par le pouvoir de Dieu, et finit par la démocratie, c'est-à-dire par le pouvoir du peuple. Donc vous voyez, nous sommes déjà en bonne voie. Le roman Notre-Dame de Paris, d'ailleurs, propose des figures de la liberté humaine. Il développe déjà l'idée que, tout en restant croyant, on doit s'affranchir par rapport au dogme qui pèse sur la conscience et sur l'action. On peut dire que Notre-Dame de Paris est une sorte de roman de l'émancipation, où la liberté s'affirme comme la lumière. La belle Esmeralda, c'est la lumière, c'est le symbole de l'émancipation, contre les ténèbres des préjugés. Alors évidemment, la métaphore de la lumière, comme métaphore du savoir émancipateur par rapport aux ténèbres de l'ignorance, elle est très ancienne. Elle remonte au poète épicurien Lucrèce, qui déjà développe l'idée de lumière comme savoir libérateur et émancipateur. Elle remonte aussi à l'idée de la philosophie des Lumières,
où l'on veut faire reculer les ténèbres de l'ignorance, où l'on veut faire reculer la domination du pouvoir théologique. Il y a déjà une esquisse du poète laïque qui s'affirme dès Notre-Dame de Paris. Commentaire de Victor Hugo. Il y eut lutte dans son âme, il parle de lui à la troisième personne, il y eut lutte dans son âme entre la royauté que lui avait imposée le prêtre catholique et la liberté que lui avait recommandée le soldat républicain. La liberté a vaincu. Voilà ce que Victor Hugo rétrospectivement dit de son évolution. Nous sommes en 1831. La conversion républicaine par déception par rapport à la monarchie s'amorce. Je ne dirais pas qu'elle est effectuée. Arrive 1848. La monarchie cède la place à la République. La République, c'est d'abord la République dite bourgeoise de février, puis la République qui tente d'être populaire en 1848, en juin 1948, qui tente seulement, puisque le mouvement populaire des ouvriers qui réclament les ateliers nationaux et du travail sera réprimé dans le sang. Victor Hugo évoque le bouillonnement qui fut le sien à cette époque de la proclamation de la République. Il est d'abord très favorable à la République bourgeoise, parce qu'il se bat pour le droit. Et il pense qu'à partir du moment où le peuple conquiert des droits politiques, il ne faut pas qu'il en demande plus. C'est bien, il va pouvoir voter, il va pouvoir agir, c'est bien. Et quand il assiste à une révolte populaire, il a tendance à dire « c'est pas bien », il trouble l'ordre républicain. On vient de conquérir l'ordre républicain en février, il ne regarde pas d'abord avec un bon œil la révolte populaire de juin 1948, mais il va très vite évoluer et se dire, il va évoluer de la façon suivante. Je résume, hein, parce que sinon la conférence va durer 3 heures. Il faut que je résume, forcément, et vous me pardonnerez, je résume. Conquérir par la République dite bourgeoise les droits juridiques et politiques, c'est bien. Mais que se passe-t-il quand ces droits restent purement formels et ne sont pas étayés par des droits économiques et sociaux? Qu'est-ce que le droit de faire quelque chose si on n'a pas les moyens de le faire? Qu'est-ce que le droit de si on n'a pas le droit à? Et je rappelle d'ailleurs que pendant la Révolution française, la première déclaration des droits de l'homme et des citoyens, très belle, 26 août 1789, énonce des droits de. Mais la déclaration jacobine, après Robespierre, va faire apparaître le droit à, puisqu'elle ira « tout citoyen a droit au secours public ». Quand on dit « il a droit au secours public », ça veut dire qu'il faut qu'on puisse remplir les droits formels apportés par l'émancipation politique et juridique par des droits sociaux qui donnent chair et vie aux droits formels. Et ça, Victor Hugo va le comprendre très vite. Il va comprendre qu'une république ne peut pas se contenter de droits formels qui, effectivement, sont insuffisants tant que les droits sociaux et économiques confèrent un pouvoir réel d'agir. Qu'est-ce que le droit de partir en vacances sans les congés payés? Le Front populaire donnera le droit à des semaines de congés payés et il remplira le droit de partir en vacances, qui peut rester lettre morte si je n'ai pas les sous pour partir. Donc il y a déjà cette perception entre la révolution bourgeoise de février 1948 et la révolution populaire noyée dans le sang de juin 1948, Victor Hugo voit les choses évoluer très vite. Il dit « Toutes les questions se présentèrent, indépendance nationale, liberté individuelle, liberté de conscience, liberté de pensée, liberté de parole, liberté de tribune et de presse,
question du mariage dans la femme, question de l'éducation dans l'enfant. Voilà un premier flot de questions qui adviennent avec la révolution dite bourgeoise. Le 20 mai 1850, Hugo va, après avoir été élu à l'Assemblée législative, va monter à la tribune pour défendre le suffrage universel. Alors, mesdames, c'est le suffrage universel masculin, donc ce n'est pas le suffrage universel encore. Hein. Il faudra attendre beaucoup plus de temps que cela. Mais il défend le suffrage universel comme expression de la souveraineté populaire, comme condition de la liberté politique, comme gage de l'égalité civile de tous les citoyens et source de paix publique. Un suffrage universel que le ministre Baroche entend restreindre en éliminant du droit de vote 3 millions de non-propriétaires et de travailleurs ayant moins de 6 mois de résidence afin de stopper les progrès des républicains et de satisfaire les monarchistes hostiles à la souveraineté populaire. Pourquoi éliminer 6 ou 8 millions de citoyens? Donc il milite contre le suffrage censitaire. Ne peut voter que celui qui peut acquitter un certain sens, une certaine quantité d'argent, et il milite pour le suffrage universel. Ce n'est pas encore le droit A, mais c'est le droit de voter indépendamment de toute condition de fortune. Voici ce qu'écrit Hugo qui suscite les sarcasmes de l'Assemblée. « Messieurs, vos rires me contraignent d'y insister. Oui, le merveilleux côté du suffrage universel, le côté efficace, le côté politique, le côté profond, ce ne fut pas de lever le bizarre interdit électoral qui pesait sans qu'on pût deviner pourquoi, mais c'était la sagesse des grands hommes d'État de ce temps-là, qui sont les mêmes que ceux de ce temps-ci. Ce ne fut pas, dis-je, de lever le bizarre interdit électoral qui pesait sur une partie de ce qu'on nommait la classe moyenne, et même de ce qu'on peut nommer la classe élevée. Ce ne fut pas de restituer son droit à l'homme qui était avocat, médecin, lettré, administrateur, officier, prêtre, magistrat, et qui n'était pas électeur, à l'homme qui était membre de l'Institut et qui n'était pas électeur, à l'homme qui était pair de France et qui n'était pas électeur. Non, le côté merveilleux, je le répète, le côté profond, efficace, politique, du suffrage universel, ce fut d'aller chercher dans les régions douloureuses de la société, dans les bas-fonds, comme vous dites, l'être courbé sous le poids des négations sociales, l'être froissé qui jusqu'alors n'avait eu d'autre espoir que la révolte, et de lui apporter l'espérance sous une autre forme, et de lui dire « vote, ne te bats plus ». Ce fut de rendre sa part de souveraineté à celui qui jusque-là n'avait eu que sa part de souffrance. Ce fut d'aborder dans ces ténèbres matérielles et morales l'infortuné qui, dans les extrémités de sa détresse, n'avait d'autre arme, d'autre défense, d'autres ressources que la violence, et de lui retirer la violence, et de lui remettre dans les mains, à la place de la violence, le droit. Bravo prolongé. Alors vous voyez, c'est très étonnant, ce texte. C'est encore le texte d'un homme d'ordre, qui en somme tient le discours suivant. Donnez le droit de vote à tout le monde, même aux misérables qui sont dans les bas-fonds de la société. Et ainsi, vous éviterez les révoltes incontrôlables. Là encore, Victor Hugo est un homme d'ordre, mais qui essaie de raisonner ceux qui veulent maintenir le suffrage censitaire, après leur avoir dit, bon, bah, c'est bien, vous avez conquis le droit de vote, mais il est censitaire. Hein, le droit de vote du professeur, du médecin, du prêtre, du magistrat, etc. Mais il faut aller plus loin. Il faut donner le droit de vote indépendamment du niveau de fortune. Et ces misérables que vous condamnez à se révolter, si vous leur donnez le droit de vote, vous en faites des citoyens de la République et de la démocratie. Et donc, vous éviterez les désordres. Alors, vous voyez, cette figure ambivalente de Victor Hugo, il adhère passionnément à la République et à l'idée du suffrage, mais il en fait un argument pour dire, pour éviter les désordres populaires, il faut le droit de vote.
Alors, un peu plus tard, nous verrons effectivement que, décrivant des révoltes populaires de la part de gens qui sont dans le lumpenprolétariat, dans les couches les plus défavorisées, il cessera de condamner la révolte populaire et il y verra une sorte de légitimité. On y reviendra. Mais pour l'instant, c'est le Victor Hugo qui juridiquement considère que la République, en donnant le droit de vote universel, remplit l'exigence du droit. Mais il ne faut pas aller pour l'instant. Et en même temps, le Victor Hugo laïque va commencer à pointer dans le Victor Hugo républicain. Par exemple, il s'en prend aux jésuites, qu'il appelle les zélateurs de l'Inquisition, hein, les terroristes de l'Église, dit-il. Hein. Donc déjà, c'est bien. Je vais vous donner un petit exemple de ce que il peut dire dans un discours. Je vous lis à nouveau Victor Hugo. Quant à nos adversaires jésuites, quant à ces zélateurs de l'Inquisition, donc ces admirateurs de l'Inquisition, quant à ces terroristes de l'Église, qui ont pour tout argument d'objecter 93 aux hommes de 1850, parce que 93 c'était la dérive, c'était Robespierre, c'était la dérive de la Révolution, c'était la terreur, donc effectivement, à chaque fois que le peuple se révolte, on dit « attention, surtout pas 93 ». Et là, Victor Hugo critique l'usage, par la volonté de faire peur, de la référence à 93. Objecter 93 aux hommes de 1850. Voici ce que j'ai à leur dire. Cessez de nous jeter à la tête la terreur. Et ces temps où l'on disait, dit vainqueur de Marat, dit vainqueur de Jésus. Nous ne confondons pas plus Jésus avec Marat que nous ne le confondons avec vous, les jésuites. C'est pas trop sympa pour les jésuites. Nous ne confondons pas plus la liberté avec la terreur que nous ne confondons le christianisme avec la société de Loyola. Que nous ne confondons la croix du dieu agneau et du dieu colombe avec la sinistre bannière de Saint-Dominique. Que nous ne confondons le divin supplicié du Golgotha avec les bourreaux des Cévennes et de la Saint-Barthélemy. Alors là, vous voyez, il balance à la figure des jésuites les crimes de l'Église catholique. Le 24 août 1572, sur ordre de Charles IX, vraisemblablement, la Saint-Barthélemy a permis aux spadaciens catholiques de la Sainte Guise de la Sainte Église des Deux Guises, qui dirigent les troupes catholiques, de tuer en une journée 3500 protestants selon l'historienne Janine Garrison. Donc vous voyez, Victor Hugo ici critique les amalgames. L'amalgame qui consiste effectivement à dire « Ah, vous voulez donner des droits au peuple, mais ça va être la terreur. » On connaît ça encore aujourd'hui. Hein. Comment on agite l'épouvantail par le passage à la limite. Mais vous voyez quand même la violence de ces attaques qui préparent la conversion, ce que j'appellerais la conversion laïque de Victor Hugo. Nous ne confondons pas la religion, notre religion de paix et d'amour, avec cette abominable secte, partout déguisée, partout dévoilée, qui après avoir prêché le meurtre, prêche l'oppression des nations, qui a sorti ces infamies aux époques qu'elle traverse, faisant aujourd'hui par la calomnie ce qu'elle ne peut plus faire par le bûcher. Ce qu'elle ne peut plus faire par le bûcher. Qui a allumé des bûchers dans l'époque médiévale, sinon l'Église? Qui a déclenché la Saint-Barthélemy le 24 août 1572, sinon l'Église? Et vous voyez là, Victor Hugo, le poète chrétien, qui distingue la religion d'amour et les infamies des bûchers de l'Inquisition, là, a des
a des propos quand même très durs. Assassinant, donc c'est les catholiques de son époque qu'il vise, hein, assassinant les renommées parce qu'elle ne peut plus brûler les hommes, diffamant le siècle parce qu'elle ne peut plus décimer le peuple, odieuse école de despotisme, de sacrilège et d'hypocrisie, qui dit béatement des choses horribles, qui mêle des maximes de mort à l'évangile et qui empoisonne le bénitier. Et une voix se fait entendre à droite, « Envoyez l'orateur à Bicêtre ». Bicêtre, c'était la prison. Donc là, il n'y va pas de ma morte, il est effectivement dans l'idée de se battre pour la liberté. Dans le même temps, il se bat pour la liberté de la presse, toujours censurée. Donc voilà notre homme qui rompt avec la monarchie après avoir compris que pour faire advenir la liberté, il faut la République. Certes, la République bourgeoise, mais une République qui s'affranchit de toute logique de domination et qui va promouvoir le suffrage universel. Vous arborez l'éternel drapeau, vous jetez l'éternel cri et vous revendiquez l'éternel droit, liberté. La liberté, c'est aujourd'hui l'immense soif des consciences. La liberté est de tous les partis, c'est le mode vital de la pensée. Toute âme veut la liberté, comme toute prunelle veut la lumière. Je veux comme vous la liberté. J'ai écrit le jour où la liberté rentrera, je rentrerai. J'attends la liberté avec une grande patience personnelle et une grande impatience nationale. En quoi je diffère de vous, le voici. Je suis un révolutionnaire. Pour moi, la révolution continue. Donc liberté. Mais quel est le second grand moment qui va faire évoluer Victor Hugo? Donc il s'est dépris de la monarchie, il se convertit à la République dans sa forme bourgeoise avec les droits politiques et juridiques qui réitèrent l'émancipation révolutionnaire, mais voilà qu'il découvre la soif d'égalité. Deuxième mot, deuxième terme essentiel de la devise républicaine, le combat pour la liberté et pour le droit va déboucher sur la découverte de l'exigence de l'égalité. Qu'est-ce qui permet cette découverte chez Victor Hugo? C'est l'effort de compréhension de ce qui explique les révoltes populaires, d'où une lutte simultanée pour le poète, sur le plan culturel et sur le plan politique. Nous trouvons une trace assez remarquable de cette maturation politique et de cette réflexion sociale dans un très beau texte des Misérables, que je vais vous lire maintenant, où l'on voit surgir dans toute sa grandeur la réflexion sociale de Victor Hugo. Chapitre 1, livre 1er, 5e partie des Misérables. Je précise qu'il a commencé à écrire Les Misérables dès 1848, Victor Hugo. Je vous lis. Et là, vous allez voir, écoutez bien, la mutation de son approche de la violence populaire des révoltés. Vous allez voir, c'est plus tout à fait la pure condamnation du bourgeois qui est glacé par les mouvements populaires des faubourgs. C'est une compréhension. Peut-être pas une approbation, mais déjà une compréhension. Je vous laisse juge en lisant Victor Hugo. Il arrive quelquefois que même contre les principes, même contre la liberté, l'égalité et la fraternité, même contre le vote universel, même contre le gouvernement de tous par tous, du fond de ses angoisses, de ses découragements, de ses dénûments, de ses fièvres, de ses détresses, de ses miasmes, de ses ignorances, de ses ténèbres, cette grande désespérée qu'on appelle la canaille proteste et que la populace livre bataille au peuple. Populace, c'était le terme péjoratif. Peuple, c'était le terme laudatif. Le peuple, c'est déjà
non pas la foule désordonnée, c'est le peuple comme catégorie politique qui se donne à lui-même sa propre loi, comme le disait Rousseau dans le contrat social. Populace était un terme péjoratif. Et voyez comment Victor Hugo va prendre le mot populace dans un terme qui cesse d'être péjoratif, qui ne devient pas immédiatement laudatif, mais qui est une désignation neutre de ce seuil en dessous duquel une population désespérée n'est pas encore peuple, mais que populace, mais que canaille, comme on disait. Je poursuis la lecture. Je fais quelques petits commentaires, mais je poursuis la lecture. Les gueux attaquent le droit commun. L'ococratie s'insurge contre le démos, c'est-à-dire les misérables s'insurgent contre le démos, c'est-à-dire contre le peuple. Ce sont des journées lugubres, car il y a toujours une certaine quantité de droit, même dans cette démence. Vous vous rendez compte ce qu'il dit là? C'est plus le même discours. Car il y a toujours une certaine quantité de droit, même dans cette démence. Il y a du suicide dans ce duel. Et ces mots qui veulent être des injures, gueux, canaille, populace, constatent, hélas, plutôt la faute de ceux qui règnent que la faute de ceux qui souffrent. Plutôt la faute des privilégiés que la faute des déshérités. Vous vous rendez compte du basculement révolutionnaire du langage de Victor Hugo. Quant à nous, ces mots-là, nous ne les prononçons jamais sans douleur et sans respect, car lorsque la philosophie sonde les faits auxquels ils correspondent, elle y trouve souvent bien des grandeurs à côté des misères. Les exaspérations de cette foule qui souffre et qui saigne, ces violences à contresens sur les principes qui sont sa vie, ces voies de fait contre le droit, sont des coups d'État populaires et doivent être réprimés. L'homme probre s'y dévoue, et par amour même pour cette foule, il la combat. Mais, comme il la sent excusable, tout en lui tenant tête, comme il la vénère, tout en lui résistant, c'est là un de ces moments rares où, en faisant ce qu'on doit faire, on sent quelque chose qui déconcerte et qui déconseillerait presque d'aller plus loin. On persiste, il le faut, mais la conscience satisfaite est triste et l'accomplissement du devoir se complique d'un serrement de cœur. Voyez ce texte magnifique. L'homme d'ordre est en train de se rendre compte que le désordre des révolutionnaires ne peut pas être réprimé purement et simplement, qu'il faut se demander d'où il vient. Il vient de cette foule qui saigne. Et dès lors, est-ce qu'on peut... Alors, bien sûr, il faut réprimer les ordres, dit-il, l'homme d'ordre. Mais en même temps, on le fait par conscience. Mais la conscience satisfaite est triste, dit-il. L'accomplissement du devoir de l'homme d'ordre se complique d'un serrement de cœur. Magnifique. Il évoque le bouleversement intérieur de quelqu'un qui, tout en faisant son devoir pour rétablir l'ordre républicain, se dit, mais enfin, cette foule qui fait du désordre, est-ce qu'elle n'a pas en elle une part de droit? Ce qui est une façon d'interroger l'ordre républicain. Est-ce que cet ordre républicain, où tout va bien, où les choses sont en ordre, mais qui laisse en l'état les causes de la misère, est-ce que cet ordre républicain est vraiment satisfaisant? Est-ce qu'on peut se contenter de l'ordre léché d'une ville où il n'y a pas de désordre? Est-ce qu'on peut ne pas s'interroger sur ce qui fait que des gens sont assez désespérés
pour réagir de façon désordonnée. Vous voyez, le républicain bourgeois, homme d'ordre, découvre la misère populaire, découvre l'irréductibilité de la misère populaire, et il va même jusqu'à dire qu'il y a dans cette foule que l'on combat et qu'il faut combattre. Eh bien, il va même jusqu'à dire ceci, mais comme il la sent excusable, tout en lui tenant tête, comme il la vénère, tout en lui résistant, et ce déchirement s'exprime. C'est l'un de ces moments rares où, en faisant ce qu'on doit faire, on sent quelque chose qui déconcerte et qui déconseillerait presque d'aller plus loin. Arrêtons-nous de réprimer. Vous vous rendez compte? Cette méditation qu'il fait sur la révolte populaire, qu'il faut réprimer parce que c'est l'ordre républicain qui le commande, mais qu'il faut comprendre, parce que si on ne résout pas la question sociale, l'ordre qui couvre la misère ne sera pas durable, parce qu'on laissera sur le bord de la route des gens qui auront des raisons de se révolter. Voilà tout ce qui est dans la tête de Victor Hugo à ce moment-là. Donc, le glissement de Victor Hugo vers la conscience sociale, vers l'auteur des Misérables. Pour la première fois, un roman va faire des Misérables les héros d'un roman. Le 17 juillet 1851, Hugo confirmera cette évolution à la tribune de la Chambre des députés. Voici ce qu'il dit, avec applaudissements à gauche et cris et murmures à droite. C'est écrit dans les comptes rendus des interventions. Toute ma politique, dit-il, la voici en 2 mots. Il faut supprimer dans l'ordre social un certain degré de misère et dans l'ordre politique une certaine nature d'ambition. Plus de paupérisme et plus de monarchisme. La France ne sera tranquille que lorsque, par la puissance des institutions qui donneront du travail et du pain aux uns et qui ôteront l'espérance aux autres, nous aurons vu disparaître du milieu de nous tous ceux qui tendent la main, depuis les mendiants jusqu'aux prétendants. C'est le grand combat des misérables qui s'annonce. Lamartine, qui était admirateur de Victor Hugo, ils s'aimaient bien l'un l'autre, mais qui était beaucoup plus bourgeois et conservateur que Victor Hugo, écrit à Victor Hugo, après avoir lu Les Misérables, ceci. Écoutez bien, c'est Lamartine. Ce roman est dangereux. Il fait trop craindre aux gens heureux et trop espérer aux gens malheureux. Alors, évidemment, l'anticonformisme de Victor Hugo, le caractère intempestif de son art, souvenez-vous, réponse à un acte d'accusation. Je dis au long fruit d'or, mais tu n'es qu'une poire. Je mis un bonnet rouge au vieux dictionnaire. Vous vous souvenez de ce beau texte qu'on a tous étudié dans le Lagarde et Michat. Voilà, je ressuscite quelques souvenirs. Eh bien, il réhabilite les termes de la canaille, l'argot, etc. Vous savez que dans Les Misérables, il y aura un long commentaire du nom de Cambronne, lorsque Cambronne dit merde à la mitraille anglaise, à Waterloo. Mais d'où vient ce mot? Victor Hugo médite, mais qui est-ce qui a insufflé ce mot à Cambronne? Dieu. C'est Dieu qui fait dire merde à Cambronne. Parce que le Dieu de Victor Hugo, c'est le Dieu révolutionnaire.
c'est pas le Dieu des prélats qui encense la monarchie. C'est presque la théologie de la libération qu'on retrouvera chez Camilo Torres en Amérique latine. D'ailleurs, quand Victor Hugo pose la question « Qu'est-ce que la Révolution française ?» il répond « Un geste de Dieu ». Pas mal. Alors, vous vous rendez compte, le renversement des signes. Alors que la religion catholique avait toujours servi à encenser la libération, avait toujours servi à encenser la monarchie, à la sacraliser, là, Victor Hugo fait jouer la référence divine à contre-emploi au service de la Révolution. La Révolution française, un geste de Dieu. Le maire de Cambronne, un mot insufflé par Dieu à Cambronne. Voilà que Dieu dit des gros mots maintenant. Voilà. Alors, l'orientation militante des œuvres de Victor Hugo va de pair avec sa conception de l'expression romanesque. Parce que ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que pendant ce temps-là, la conception de l'art évolue. L'art doit non plus être un divertissement aimable, mais ça doit être une prise en charge des problèmes de la société. Et le fait de consacrer, alors on l'avait déjà vu avec Notre-Dame de Paris, on va le revoir avec Les Misérables, on le reverra avec 93, on le verra avec le superbe roman L'Homme qui rit, le discours de Gwynplaine aux nobles d'Angleterre. Vous croyez des dieux, tombez malade et regardez frissonner votre divinité. C'est le discours de Gwynplaine. Donc, l'idée d'égalité chemine dans l'œuvre de Victor Hugo, et c'est ce qui va expliquer l'énorme travail qu'il va faire pour rédiger les Misérables. Il dit des Misérables ceci: « Ce livre a été composé du dedans vers le dehors, l'idée engendrant les personnages produisant le drame. C'est là en effet la loi de l'art, et en mettant comme générateur à la place de l'idée, l'idéal, on reconnaît que c'est la formation même de la nature. » Document préparatoire aux Misérables. Le roman inverse donc la hiérarchie de la vie sociale. Au premier plan, désormais, les oubliés, les accablés. La tendresse du romantique pour le proscrit, que l'on voit dans Hernani, se transforme en solidarité avec la victime de l'ordre social. Au premier plan, désormais, les oubliés, les accablés. Fantine, condamnée au commerce partiel puis total de son corps, elle se prostitue après avoir vendu ses dents et ses cheveux. Valjean, bagnard hors la loi. Gavroche, héros impertinent, qui chante Rousseau et Voltaire. Si je suis tombé dans l'eau, c'est la faute à Rousseau. Si je suis tombé par terre, c'est la faute à Voltaire. En ramassant les cartouches pour donner aux soldats de la barricade, il reçoit une balle perdue. Donc effectivement, Valjean, Gavroche, Fantine, tout cela montre comment, effectivement, l'art romanesque fait aux exclus la place qui leur revient, à rebours de la bonne société et de la bonne conscience. Hugo s'en explique en tournant le poète vers ce qu'il appelle encore la canaille. Mais la canaille, la populace, ce ne sont plus, sous sa plume, des termes péjoratifs. Ce sont des termes qui constatent ce qui advient de l'humanité quand elle est victime de l'injustice sociale. Ouvrez des écoles, vous fermerez des prisons. C'est ce qu'il dira plus tard. Alors je ne résiste pas à l'envie de vous lire ce texte magnifique, vraiment, et bouleversant. Il parle des pauvres, des exploités, des démunis. Ces accablés se taisent. Ils ne savent rien, ils ne peuvent rien, ils ne demandent rien, ils ne pensent rien, ils subissent. Ils ont faim et froid. On voit leur chair indécente par les trous des haillons. Qui fait ces haillons? La pourpre! C'est la famine
qui dort Versailles. Toute cette ombre vivante et mourante remue, ses larves agonisent, la mère manque de lait, le père manque de travail, les cerveaux manquent de lumière. S'il y a dans ce dénuement un livre, il ressemble à la cruche, tant ce qu'il offre à la soif des intelligences est insipide ou corrompu. Famille sinistre. Le groupe des petits est pâle. Tout cela expire et rampe, n'ayant pas même la force d'aimer. Et, à leur insu peut-être, tandis qu'ils se courbent et se résignent, de toutes ces inconsciences où le droit réside, du sourd murmure, de toutes ces malheureuses haleines mêlées, sort on ne sait quelle voix confuse, mystérieux brouillard du verbe, arrivant syllabe à syllabe dans l'obscurité, à des prononciations de mots extraordinaires. Avenir, humanité, liberté, égalité, progrès. Et le poète écoute, et il entend, et il regarde, et il voit, et il se penche de plus en plus, et il pleure. Et tout à coup, grandissant d'un grandissement étrange, puisant dans toutes ces ténèbres sa propre transfiguration, il se redresse terrible et tendre au-dessus de tous les misérables, de ceux d'en haut comme de ceux d'en bas, avec des yeux éclatants. Il demande compte à grands cris, et il dit, voici les faits. Et il dit, voici la cause. C'est à promulguer ces vérités que le poète est bon. Pour cela, il faut qu'il soit peuple. Pour cela, il faut qu'il soit populace, c'est-à-dire qu'apportant le progrès, il ne recule pas devant le coudoiement du fait, quelque difforme que le soit. Encore le fait. La distance actuelle du réel à l'idéal ne peut être mesurée autrement. Sacrifie-toi à la canaille, ô poète. Sacrifie-toi à cet infortuné, à cette déshéritée, à cette vaincue, à cette vagabonde, à cette va-nu-pied, à cette affamée, à cette répudiée, à cette désespérée. Sacrifie-lui s'il le vaut et quand il le faut, ton repos, ta fortune, ta joie, ta patrie, ta liberté, ta vie. La canaille, c'est le genre humain dans la misère. La canaille, c'est le commencement douloureux du peuple. La canaille, c'est la grande victime des ténèbres. Sacrifie-lui, sacrifie-toi. Ai-je besoin de commenter ce texte? Cette extraordinaire conversion de l'art engagé. S'il y a ce qu'on appelle un art engagé, qui tout en cultivant la beauté, vise la justice et l'émancipation, c'est bien l'art de Victor Hugo. Le texte que je viens de vous lire n'est-il pas sublime? Il l'est à mes yeux. Avec peut-être l'emphase habituelle de Victor Hugo, mais cette emphase ici est peut-être nécessaire. Il arrive quelquefois qu'elle soit excessive. Il n'est pas toujours aussi génial, aussi fort, etc. Mais là, vous voyez, cette conviction, cet éloge de la canaille, il le fait d'autant plus insistant qu'il courbe complètement le bâton dans l'autre sens, par rapport à un art qui était un art éthéré, hors sol, etc. Il a décidé, en écrivant Les Misérables, parce que c'est clair que là, c'est la justification de tous les misérables, y compris les misérables au sens moral, qui conjuguent la misère économique et la misère morale, comme les Thénardier, par exemple. Hein. C'est vraiment, quand on dit « tu n'es qu'un misérable », c'est aussi de cela qu'il parle. Il parle des misérables au sens de ceux qui vivent dans la misère. Et la misère, il la distinguera de la pauvreté. La pauvreté, c'est le fait d'avoir peu pour vivre. La misère, c'est le fait de ne pas avoir assez pour vivre. C'est donc une radicalisation effective de la pauvreté qu'est la misère. Alors, effectivement, cet engagement de Victor Hugo
au service des misérables, va se retrouver dans son grand roman. Je vous lis d'ailleurs l'exergue des Misérables. Voici ce qu'il dit. Tant qu'il existera, par le fait des lois et des mœurs, une damnation sociale, créant artificiellement une damnation et compliquant d'une fatalité humaine la destinée divine, tant que les trois problèmes du siècle, la dégradation de l'homme par le prolétariat, la déchéance de la femme par la faim, l'atrophie de l'enfant par la nuit, ne seront pas résolus. En d'autres termes, et à un point de vue plus étendu encore, tant qu'il y aura sur la terre ignorance et misère, des livres de la nature de celui-ci ne seront pas inutiles. Alors revenons un peu sur les trois problèmes du siècle. La dégradation de l'homme par le prolétariat. On croirait du Marx, mais c'est du Victor Hugo. Ils ne se connurent pas l'un l'autre. Peut-être Marx connut-il Victor Hugo. Je ne crois pas que Victor Hugo ait connu Marx. Mais la déchéance de la femme par la faim, l'atrophie de l'enfant par la nuit. Alors évidemment, la nuit, c'est le symbole de l'ignorance. C'est le fait que tant d'enfants encore ne vont pas à l'école. Ouvrez des écoles, vous fermerez des prisons. S'il est quelque chose qui émeut particulièrement Victor Hugo, c'est l'enfance. C'est l'enfance misérable. L'enfance qui n'a pas le loisir de s'instruire, ni même de jouer. Et je voudrais vous lire ici un poème qui m'a toujours semblé tout à fait admirable. C'est le poème qu'il écrit sous le titre Mélancolia, au sein du recueil qu'il consacre à sa fille Léopoldine, sa fille chérie qui est morte dans un bras de la Seine à Villequier, avec son fiancé qui a tenté en vain de la sauver. Un bateau sans doute défectueux s'est retourné dans la Seine, et sa fille Léopoldine est morte noyée avec son fiancé qui s'est noyé en cherchant à la sauver. Et la douleur de Victor Hugo dans les contemplations va s'exprimer tout au long des recueils de poèmes, mais d'un seul coup s'ouvre dans le recueil une partie du recueil qui s'appelle les Mélancolias. Et de quoi parle Mélancolia? Des enfants qui vont travailler, qui vont pousser des wagons, qui vont travailler à l'âge tendre où ils devraient jouer, où ils devraient rire, où ils devraient s'instruire. Je vous lis un extrait de Mélancolia. Le premier vers est très célèbre. Où vont tous ces enfants dont pas un seul ne rit? Ces doux êtres pensifs que la fièvre amaigrit, ces filles de 8 ans qu'on voit cheminer seules, ils s'en vont travailler 15 heures sous des meules. Ils vont de l'aube au soir faire éternellement dans la même prison le même mouvement. Accroupis sous les dents d'une machine sombre, monstre hideux qui mâche on ne sait quoi dans l'ombre, innocent dans un bagne, ange dans un enfer, ils travaillent. Tout est d'airain, tout est de fer. Jamais on ne s'arrête et jamais on ne joue. Aussi quelle pâleur, la cendre est sur leurs joues. Il fait à peine jour, ils sont déjà bien là. Ils ne comprennent rien à leur destin, hélas. Travail mauvais, qui prend l'âge tendre en sa serre, qui produit la richesse en créant la misère, qui se sert d'un enfant ainsi que d'un outil, progrès dont on demande où va-t-il, que veut-il, qui brise la jeunesse en fleurs, qui donne en somme une âme à la machine et la retire à l'homme. Vous vous rendez compte?
vous vous rendez compte de la force de ce texte? Il désigne le premier capitalisme, car il est contemporain du premier capitalisme. Qu'est-ce que c'est que le premier capitalisme? C'est un capitalisme qui n'est pas encore tempéré par des lois sociales. Justement, une des premières lois sociales que saluera notamment Karl Marx dans Le Capital, c'est l'interdiction du travail des enfants, puis la réduction du temps de travail. Ce sont les deux premières lois sociales. Eh bien, le travail des enfants, que le capitalisme décomplexé, qui n'a pas encore de complexe, comme disait Guizot, enrichissez-vous. Eh bien, c'est ce travail que fait effectivement l'enfant, parce qu'on n'a pas de scrupule à exploiter les enfants à l'époque. Et vous voyez, comme il dit... Pardon? Maintenant non plus, hélas, il y a encore des régions où effectivement les choses se font. Mais voilà, travail mauvais qui prend l'âge tendre en sa serre, qui produit la richesse en créant la misère. Le paradoxe du capitalisme du premier âge, c'est-à-dire qui n'est pas encore tempéré par les lois sociales que les lois ouvrières arracheront, est résumé en une formule qui produit la richesse en créant la misère. Et d'ailleurs, Victor Hugo, qui était un homme aux aguets de tous les progrès, quand il voit les premiers dirigeables, etc., il dit, quand les chemins de fer, il fait l'apologie de tout ça. Mais il s'interroge. Progrès dont on demande, où va-t-il, que veut-il? C'est une interrogation sur le sens de ce qu'on appelle progrès. Si, pour progresser, il faut déshumaniser les enfants, est-ce que ça vaut le coup? Alors, ce n'est pas un réactionnaire qui critique tout progrès, mais c'est une véritable interrogation sociale que fait Victor Hugo dans ce poème que je trouve magnifique, qui s'appelle Mélancolia, et que vous pourrez retrouver. Ça fait partie des contemplations de recueil de poèmes dédiés à Léopoldine. Vous savez, Léopoldine, avec le célèbre poème « Demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, j'irai par la forêt, j'irai par la campagne, je ne peux demeurer plus près de toi plus longtemps. J'irai par la forêt, j'irai par la campagne, je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe, ni les voiles aux élois, ni les voiles au loin descendant vers un fleur, et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe un bouquet de houverts et de bruyères en fleurs. Merci, on a fait ça en chœur. Dans son discours sur la misère, 9 juillet 1849, Hugo déclare « Je ne suis pas, messieurs, de ceux qui croient qu'on peut supprimer la souffrance en ce monde. La souffrance est une loi divine. Mais je suis de ceux qui pensent et qui affirment qu'on peut détruire la misère. » Violente réclamation à droite, entre parenthèses, c'est un compte rendu. Remarquez-le bien, messieurs, je ne dis pas diminuer, amoindrir, limiter, circonscrire la misère. Je dis détruire la misère. Nouveau murmure à droite. La misère est une maladie du corps social, comme la lèpre est une maladie du corps humain. La misère peut disparaître comme la lèpre a disparu. Détruire la misère, oui, cela est possible. Les législateurs et les gouvernants doivent y songer sans cesse, car en pareille matière, tant que le possible n'est pas fait, le devoir n'est pas rempli. Vous vous rendez compte, cette évolution, on est en 1949, Victor Hugo est passé du côté de la République sociale. Il dira d'ailleurs beaucoup plus tard « Je demande l'embrassement de la République et du socialisme ». La haute formule définitive que je rappelais tout à l'heure, en même temps qu'elle exprime toute la République, exprime aussi tout le socialisme. À côté de la liberté qui implique la propriété, il y a l'égalité
qui implique le droit au travail, formule superbe de 1848. Et il y a la fraternité qui implique la solidarité. Vous voyez, l'apparition du droit à, le droit au travail, et la fraternité qui implique la solidarité. Alors ça, c'est une idée très forte. Dans le commentaire que Victor Hugo fera de la devise républicaine, liberté, égalité, fraternité, il dira évidemment qu'il ne faut surtout pas mettre de virgule entre les trois termes, mais des traits d'union, pour bien préciser que les trois termes liberté, égalité, fraternité sont complètement solidaires. Mais surtout, lorsqu'il commentera la fraternité, il dira que c'est la fraternité qui permet d'accorder la liberté et l'égalité. Pourquoi? Parce que, justement, la fraternité est un principe de solidarité. La fraternité, c'est un modèle familial. Pensons les êtres humains comme s'ils faisaient partie d'une même famille, comme s'ils étaient frères et sœurs. C'est sans doute un modèle tiré de la franc-maçonnerie, les frères et les sœurs. C'est peut-être aussi un modèle inspiré par le christianisme. Tous les hommes sont frères et sœurs étant fils du même Dieu, peut-être. Mais peu importe. La fraternité, c'est l'idée qu'on ne peut pas laisser entre les hommes des écarts de conditions de fortune tels que les uns soient misérables et les autres soient richissimes. Autrement dit, ici, je crois, après y avoir réfléchi, que la position que rejoint Victor Hugo sur le rapport entre liberté et égalité, c'est la position de Jean-Jacques Rousseau. Et d'ailleurs, je voudrais vous rappeler une phrase de Jean-Jacques Rousseau dans le Contrat social. Que dit Jean-Jacques Rousseau? Il dit « Par égalité, je n'entends pas que les degrés de fortune soient tous exactement les mêmes, mais que nul ne soit assez riche pour pouvoir se soumettre à un autre homme, et nul ne soit assez pauvre pour devoir travailler pour le riche. » C'est-à-dire qu'effectivement, ce que Rousseau... Alors, Rousseau écarte l'égalitarisme, qui consisterait à dire on donne la même chose à tout le monde, pas une seule tête qui dépasse, il écarte ça. Mais il dit qu'il y a égalité quand tous les êtres humains sont capables de liberté. Or, si mon dénuement, si mon infortune m'oblige à me mettre au service d'un autre homme, et que la grande fortune de cet autre homme lui permet de m'exploiter et d'acheter mes services, alors cette trop grande inégalité produit la servitude chez celui qui n'a pas suffisamment de quoi résister. C'est pourquoi, par exemple, quand on réfléchit sur les allocations chômage, c'est très important les allocations chômage, parce que ça permet au chômeur de résister. Ça lui permet de dire attention, je ne vais pas retravailler à n'importe quelle condition. Ne profitez pas de la situation pour m'exploiter. Si j'ai un minimum d'allocation de chômage, je pourrais résister lorsqu'on me proposera un travail aliénant, un travail qui ne respectera pas mes droits. Il ne s'agit pas évidemment, comme ose le dire l'ultralibéralisme aujourd'hui, que les chômeurs, ce sont des gens qui ne veulent pas travailler et qui préfèrent toucher le chômage, comme si les 466 € du RSA, du revenu de solidarité, étaient suffisants pour vivre. Ma psychologie de l'homme et celle de Jean-Jacques Rousseau ou même de Victor Hugo, ce n'est pas de considérer qu'un homme soit content de vivre de l'aumône publique ou de vivre même de droits sociaux qui sont minimes. L'homme est content quand il peut vivre de son travail. Je crois alors il y a toujours des exceptions qui confirment la règle, mais je crois que construire une anthropologie abjecte à propos des chômeurs qui seraient responsables de leur situation, puis qui se complairaient avec des indemnités de chômage, c'est, me semble-t-il, là qu'on ne peut pas admettre les présupposés de l'ultralibéralisme. Et on retrouve chez Victor Hugo cette idée que la solidarité, que j'appellerais aujourd'hui la solidarité redistributive, qui fait que grâce aux services publics, le pauvre pourra se soigner comme le riche,
qu'il pourra effectivement s'éclairer, qu'il pourra aussi se loger et se déplacer, eh bien, il ne s'agit pas d'un égalitarisme strict, mais il s'agit de faire en sorte que tout être humain accède aux conditions d'une dignité minimale, pour ne pas passer en dessous du seuil qui permet effectivement de se sentir inclus dans la société et non pas exclu. Alors vous voyez, quand Victor Hugo dit que c'est la solidarité qui permet d'harmoniser la liberté et l'égalité, le terme fraternité qui engendre le terme solidarité, c'est-à-dire si je me sens frère de toutes les personnes, si je me sens frère ou sœur par-delà les différents niveaux de fortune, je pourrais me sentir solidaire. Et on sait par exemple ce que c'est que la solidarité redistributive par l'impôt. La solidarité, par exemple, qu'incarne la sécurité sociale, chacun cotise en fonction de ses moyens, mais si quelqu'un tombe gravement malade et nécessite les soins les plus coûteux, on ne lui donnera pas des soins proportionnels à ceux qu'il a cotisés. On lui donnera des soins proportionnels à ceux qu'il requiert pour pouvoir survivre. Et donc il peut y avoir des connexions entre la cotisation et les soins reçus. C'est ça la solidarité. Et effectivement, cette solidarité est une redistribution. Et Victor Hugo voit déjà ça. Et quand il parle de l'accord entre la République et le socialisme, c'est évidemment cela qu'il voit. Moi qui vous parle, citoyen, dit-il, je ne suis pas ce qu'on appelait autrefois un républicain de la veille, mais je suis un socialiste. Mon socialisme date de 1828. J'ai donc le droit d'en parler. Le socialisme est vaste et non étroit. Il s'adresse à tout le problème humain. Il embrasse la conception sociale tout entière. En même temps qu'il pose l'importante question du travail et du salaire, il proclame l'inviolabilité de la vie humaine, l'abolition du meurtre sous toutes ses formes, la résorption de la pénalité par l'éducation, merveilleux problème résolu. Il proclame l'enseignement gratuit et obligatoire. Il proclame le droit de la femme, cet égal de l'homme. Il proclame le droit de l'enfant, cette responsabilité de l'homme. Il proclame enfin la souveraineté de l'individu, qui est identique à la liberté. Alors vous voyez, ce texte est de 1869, il résume intégralement la philosophie politique de Victor Hugo, qui est désormais celle d'un socialiste républicain ou d'un républicain socialiste qui vient de découvrir la question sociale. Alors 1848, ça a été une année charnière dans l'œuvre de Victor Hugo, dans son itinéraire politique, et jamais plus il ne démordra de cette position. La canaille exprime quelque chose même dans son désordre. Ça ne veut pas dire qu'il faille approuver toute violence de la canaille, mais ça veut dire qu'il faut considérer que la populace, c'est, nous dit-il, quelle belle formule, le commencement douloureux du peuple. Autrement dit, le peuple, qui est la catégorie positive, la populace, qui est la catégorie dite négative ou péjorative, ne sont pas dans un rapport d'hétérogénéité. La populace, commencement douloureux du peuple, c'est effectivement le peuple en puissance, qui s'est discipliné, qui s'est élevé à la conscience de ce qu'il peut faire pour faire advenir son accomplissement. Liberté, égalité. Troisième terme donc, la fraternité. Le 9 juillet 1849, Victor Hugo écrit « La fraternité commence à germer dans toutes les âmes, dans l'âme du riche, comme dans l'âme du pauvre. La fraternité se découvre comme le prolongement de l'égalité et donne à toute lutte, quelle qu'en soit l'âpreté, l'horizon d'une nécessaire réconciliation de l'humanité avec elle-même, en deçà de ses clivages et au-delà d'eux. Le regard sur la révolution que va porter Victor Hugo va s'en trouver transformé. Dans 93, admirable
roman, beaucoup plus court que Les Misérables, que je vous recommande de lire ou relire si vous voulez. Dans 93, comme dans son approche de la commune, Victor Hugo pose le problème de la violence dans l'histoire, non pour condamner moralement ce qui est avant tout une contre-violence libératrice, mais pour souligner qu'il y a deux violences, la violence de l'oppression primitive et la violence de la résistance à l'oppression. Vous savez ce que dit dans 93 Victor Hugo de la monarchie. Il dit « Les révolutions sont farouches, étant filles des monarchies ». C'est-à-dire qu'il essaie d'expliquer que même les violences de la révolutionnaire, même de la révolution, même la terreur, etc., il ne s'agit pas de les justifier. Quand un homme est tué, c'est toujours un drame. D'autant que Victor Hugo, comme vous le savez, était un adversaire résolu de la peine de mort. Il appelait la peine de mort, vous savez comment il l'appelait? Le meurtre légal. Le meurtre légal. Et il a une formule que je soumets à votre jugement, qui est tout à fait extraordinaire. Il dit, quand un homme tue un homme, cela effraie la pensée. Quand les hommes tuent un homme, cela la consterne. Tout est dit. Comment les hommes, à froid, en tant que collectivité réfléchissant, peuvent-ils froidement décréter la mort de quelqu'un alors qu'ils reprochent à un criminel d'avoir tué? Autrement dit, ici, vous savez, quand il y a eu les bagarres contre Badinter qui, selon une promesse du programme de François Mitterrand, allait proposer l'abolition de la peine de mort en 1982, juste un an après la victoire de François Mitterrand, il y avait, je me souviens, il y avait des gens qui disaient « Ah, ils veulent abolir la peine de mort, eh bien, que le criminel lui-même commence par l'abolir. » Autrement dit, c'était une incompréhension, parce que le criminel, il n'administre pas une peine, il tue. Et c'est justement, évidemment, si on estime que tuer est un crime, est-ce que la société peut froidement décider de tuer? Voilà ce que dit Victor Hugo. Alors on peut être d'accord ou pas d'accord, mais le discours de Victor Hugo contre la peine de mort, dans le dernier jour d'un condamné, est un discours qui consiste à dire, si on reproche à un particulier de tuer un autre particulier, la société, elle, ne peut pas agir comme un particulier. Elle ne peut pas agir comme un particulier parce qu'elle est une communauté d'hommes qui décide des sanctions, qui doit en décider non pas dans une logique de vengeance, mais dans une logique de justice. Évidemment, pour cela, il faut abandonner l'idée que la justice serait une vengeance. La justice n'a pas à être une vengeance, ce que dit Victor Hugo admirablement. Elle doit administrer le droit, et c'est pour ça qu'il est contre la peine de mort. Et donc, effectivement, il est amené à réfléchir sur la violence révolutionnaire. Et il ne l'approuve pas. D'ailleurs, il désapprouvera l'exécution des otages par les communards de la ville de Paris. C'est pour ça qu'il dira la commune de Paris, une belle chose mal faite. Hein? C'est-à-dire, il est pour la commune de Paris. Il dit que c'est une belle chose. Mais quand il y a exécution des otages, il n'est pas d'accord. Et il le dit. Ceci dit, ça ne l'empêchera pas de militer pour l'amnistie des communards, puisqu'il dira, dans une nation, il faut qu'à un moment donné, il y ait une réconciliation. Alors, je vous donne lecture de quelques pages de 93 au chapitre « Cependant le soleil se lève », on est vers la fin du roman. Et il évoque le combat entre la monarchie et la révolution. Confrontation tragique, dit-il, à propos de la monarchie. D'un côté, la dette, de l'autre, l'échéance.
d'un côté l'inextricable complication gothique, le serf, le seigneur, l'esclave, le maître, la roture, la noblesse, le code multiple ramifié en coutumes, le juge et le prêtre coalisés, les ligatures innombrables, le fisc, les gabelles, la main morte, les capitations, les exceptions, les prérogatives, les préjugés, les fanatismes, le privilège royal de la banqueroute, le sceptre, le trône, le bon plaisir, le droit divin. De l'autre, un simple coup près, celui de la Révolution. Donc on voit que pour Victor Hugo, quand il dit « les révolutions sont farouches et amphithéâtres des monarchies », il le dit dans 93, il n'entend pas justifier la violence révolutionnaire, mais il entend l'expliquer comme contre-violence. Ce n'est pas une justification, c'est une façon de dire la violence révolutionnaire est seconde, elle n'est pas première. Donc, effectivement, elle est une réponse, elle est une contre-violence. Peut-être cela ne justifie pas, mais évidemment, à partir du moment où les dominants de l'ensemble de l'Ancien Régime, vous avez vu la description saisissante qu'il en fait, ne veulent pas céder pacifiquement leur pouvoir, la violence est inévitable. Mais terminons maintenant sur le triptyque républicain et le commentaire admirable qu'en fait Victor Hugo. Il m'arrive dans les lycées où je vais maintenant expliquer souvent la devise républicaine. Je crois l'avoir déjà fait la dernière fois quand j'ai présenté la République par rapport à la démocratie. Voici ce qu'écrit Victor Hugo dans le commentaire de notre devise. La formule républicaine a su admirablement ce qu'elle disait et ce qu'elle faisait. La gradation de l'axiome social est irréprochable. Liberté, égalité, fraternité, rien à ajouter, rien à retrancher. Ce sont les trois marches du perron suprême. La liberté, c'est le droit. L'égalité, c'est le fait. La fraternité, c'est le devoir. Tout l'homme est là. Nous sommes frères par la vie, égaux par la naissance et par la mort, libres par l'âme. Voilà le commentaire de Victor Hugo sur la fraternité. Effectivement, ce fut le dernier combat de Victor Hugo. Vous savez que, je rappelle quelques faits d'histoire, mais je ne vais pas trop prolonger parce que ça fait déjà quand même pas mal de temps que je vous parle et il faut que je vous laisse aussi une petite respiration. Donc je m'achemine vers ma conclusion. Victor Hugo, après 1948, a contesté le coup d'État, le 18 Brumaire de Louis-Napoléon Bonaparte, qui devient Napoléon III, et après avoir tenté vainement d'organiser la résistance, y compris dans les rues de Paris, avec des barricades, en risquant sa vie, il est obligé de s'exiler. Il passe par la Belgique, il va dans une église, dans une île anglo-normande, Jersey, et après il est obligé d'aller à Guernesey, où il va s'installer avec les premiers droits d'auteur des Misérables. Il va acheter Hauteville House, et il restera 19 ans à Guernesey, entre 1851 et 1870. Il rentrera à Paris au moment de la Commune de Paris. Il assistera à la Commune de Paris. Il la soutiendra tout en réprouvant, et il réprouvera par exemple le fait que les communards abattent la colonne Vendôme. Il dira non, ça c'est un legs de l'histoire, mais la colonne Vendôme, c'était le symbole des guerres napoléoniennes. C'est pour ça que les communards l'ont abattu. Mais en même temps, effectivement, Victor Hugo livrera son dernier combat politique pour obtenir l'amnistie des communards. Son testament, je vous le rappelle, alors il y a en fait deux testaments, puis je vais terminer là-dessus parce que j'ai déjà été trop long, pardonnez-moi. Dans une lettre à George Sand, avec laquelle il entretenait une correspondance fréquente,
il disait, en résumant tous ces combats, « Je suis de ceux qui veulent que le cœur pense, le cœur qui pense. Je suis de ceux qui veulent que le cœur pense. » Autrement dit, son engagement a été celui de son cœur, mais ça a été aussi celui de sa raison. Et la raison lui a servi à théoriser les élans du cœur, à se mettre du côté de la canaille et de la populace, du côté des déshérités, du côté de Fantine, du côté des prostituées, du côté de ce qu'il appelait le commencement douloureux du peuple. Il a rêvé tout haut. Il invente l'expression « les États-Unis d'Europe ». Il a vécu la guerre entre la France et la Prusse comme quelque chose de terrible, d'autant que ça s'est terminé par la défaite de la France. Et il a rêvé une Europe de la paix, mais une Europe de la paix et du progrès social, c'est-à-dire une Europe antinomique par rapport à notre Europe actuelle. Il verrait l'Europe qui se construit actuelle, il serait épouvanté. Il rêvait d'une Europe, non pas du capitalisme triomphant et de la concurrence libre et non faussée, qui conduit à privatiser tous les services publics, mais au contraire, une Europe du mieux-être social, de la justice sociale. Il rêvait donc d'une Europe qui réconcilierait la République sociale avec la République laïque. Et effectivement, quand il dit « je veux que le cœur pense », dans sa lettre à George Sand, il résume assez bien ce qu'ont été ses engagements. Son testament lui-même est très significatif de son engagement laïque. Première phrase, je crois en Dieu. Deuxième phrase, je refuse l'oraison de toutes les églises. Autrement dit, quelle est la religion de Victor Hugo? Je pense qu'on peut dire que c'est une religion très proche de ce qu'on appelait au XVIIIe siècle le théisme ou le déisme. C'est-à-dire une religion naturelle qui a très peu de dogmes finalement. On trouve ça chez Rousseau dans la profession de foi du vicaire savoyard, dans l'Émile, et on le retrouve dans l'idée voltairienne. Il y a un Dieu, il y a un architecte suprême, peut-être créateur de l'univers, mais c'est tout. Débarrassons-nous des dogmes. Et imaginons que ce Dieu est pour la justice humaine. Le Dieu de Victor Hugo est un Dieu révolutionnaire. La révolution, un geste de Dieu. Et donc, Victor Hugo conçoit la religion comme une faculté qu'a l'être humain de se livrer de l'immédiateté des données sociales pour pouvoir penser mieux. Il conçoit la religion comme les concevront les prêtres de la Teología de la Liberación en Amérique latine, Elia Curia ou Camilo Torres. Donc voilà ce qu'est cette religion assez étrange de Victor Hugo, débarrassée de tous les dogmes catholiques. C'est pour ça qu'il dit « je crois en Dieu, mais je refuse l'oraison de toutes les églises ». Parce que les églises, pour lui, c'est l'institution. Je lègue 5000 francs or aux pauvres et je veux être enterré dans leur corbillard. Voilà le dernier, le testament de Victor Hugo. Voilà. Je pense qu'il faut que je m'arrête là. J'avais encore des milliers de choses à vous dire. Mais je crois qu'il faut savoir s'arrêter. Merci de votre attention. Bon, vu les applaudissements, donc on te remercie de cet exposé, mais on pourra continuer une prochaine fois, parce que Victor Hugo, c'est une richesse incroyable, et ce que tu disais, internationalement reconnu. Donc là, si vous souhaitez, bon, peu de temps, mais si vous avez des questions à poser, à Pénin Ruiz, profitez-en, il vous répondra avec plaisir.
pas forcément des questions, des interventions. Des interventions. Il y a une main levée. Ah. Oui, bonsoir. Est-ce que vous pourriez nous rappeler quelques appuis que Victor Hugo a eu dans ses positions à l'époque? Comment? Des personnalités qui l'auraient appuyé dans ses positions. Alors ça, vous savez, je crois qu'il n'a pas été beaucoup appuyé par ses contemporains. Il a été un assez grand solitaire en politique. Alors c'est vrai qu'il y a, mais on n'en connaît pas les noms, il a sans doute fréquenté à Guernesey beaucoup d'exilés de France qui s'étaient exilés au moment du coup d'État de Napoléon le Petit, qu'il appelait Napoléon le Petit, donc Napoléon III. Mais ces gens-là, on n'a pas gardé leur nom dans l'histoire. On sait qu'il a beaucoup sympathisé avec ces gens qui étaient souvent des prolétaires, des gens modestes. Je rappelle qu'à Guernesey, il servait à manger à des pauvres régulièrement dans la maison de Hauteville House. C'était une sorte de devoir de solidarité. Mais comme personnalité, comment dire, vous voyez, ce que dit Lamartine à Victor Hugo, c'est le propos de quelqu'un qui est quand même un conservateur, un grand poète, Lamartine, mais qui lui dit votre livre est dangereux, il donne beaucoup trop à espérer à ceux qui n'ont rien et beaucoup à craindre à ceux qui ont quelque chose. Donc c'est la conservation de l'ordre social. Et beaucoup de gens ont trouvé qu'Hugo allait trop loin dans l'esprit révolutionnaire. C'est-à-dire que quand, par exemple, il soutient le mouvement ouvrier en juin 1948, qui va même descendre avec eux dans les barricades, il y a de sa part un engagement quasiment révolutionnaire. Et les grands poètes de son époque le regardent épouvanté. Baudelaire, qui admirait pourtant Victor Hugo, il n'était pas trop partant avec lui. Je ne suis pas sûr qu'il ait eu de vrais amis dans le monde littéraire. Je n'en suis pas sûr. Voyez. Mais sur ce point, j'ai peut-être un défaut de connaissance, parce que là, un professeur de lettres, quelqu'un qui connaît bien, littérairement, bon, moi je le connais assez bien, Victor Hugo, je l'ai beaucoup fréquenté, mais peut-être que quelqu'un pourrait vous répondre plus précisément que moi. Mais je ne suis pas certain qu'il ait eu beaucoup de gens pour l'accompagner, parce que vous voyez, il passe en fait de la droite conservatrice, chrétienne, monarchiste, à quasiment l'extrême gauche, puisqu'il soutient à la fin de sa vie l'idée de l'amnistie des communards. Donc c'est un itinéraire assez extraordinaire quand on le voit glisser vers la gauche sociale et laïque, à travers son itinéraire. Mais à dire le vrai, je ne sais pas si je peux vous citer le nom d'une personne qui l'aurait suivi. Si, peut-être une femme, Louise Michel, la Vierge Rouge, comme on disait. On se demande même s'il n'a pas eu une petite aventure avec elle, mais peu importe, ça n'a pas d'importance. Mais voilà. Vous savez, je peux proposer un nom, c'est Heinrich Heine. Henri Heine. Les œuvres d'Henri, il parle souvent, il évoque souvent Victor Hugo. Ah, merci. Alors oui, merci de cette précision. Victor Hugo, effectivement, par Heinrich Heine, un grand poète allemand très progressiste, qui parle du travail des tisserands, et oui, qui était, oui, Heine qui a connu Marx, mais Victor Hugo n'a pas eu. Alors Victor Hugo, quand il parle des communistes, il en parle une fois dans Chose vue, il dit des bêtises. Il perçoit les communistes comme des partageux qui vont s'emparer du petit pavillon de l'ouvrier dans sa banlieue. Il voit un peu l'homme au couteau entre les dents, mais il ne les connaît pas bien en fait. Je crois qu'il ne connaissait pas l'œuvre de Marx. Je ne suis même pas sûr qu'il ait connu le nom de Marx. Pourtant, ils sont à peu près contemporains. Marx naît en 1828 et meurt en 1883. 1818, pardon, puisqu'on a fêté son bicentenaire l'année dernière. Oui, 1818, et Marx a vécu 65 ans.
Il est mort très jeune, hein, Marx. Alors que Victor Hugo a vécu 83 ans. Mais ils ont été à peu près contemporains. Marx naît en 1818, il meurt en 1883, à 65 ans. Et Victor Hugo naît en 1802 et meurt en 85, à 83 ans. Mais merci de rappeler que Heine, effectivement, était admirateur de Marx. Oui. Une question, encore une question, Herbert Trouget, vous savez, Oui. venu par l'horaire. Oui, ma question c'est, ne pensez-vous pas que parmi nos contemporains, il y a une comparaison possible entre la position de Victor Hugo au XIXe siècle et celle de Jean Genet au XXe siècle sur beaucoup de questions et qu'il y a beaucoup d'affinités entre les deux, malgré les siècles de différence? Oui, je trouve que votre comparaison est féconde et je ne l'avais jamais imaginée, mais il y a peut-être effectivement à creuser parce qu'il y a cette sorte de parenté avec les plus démunis, avec les exclus, qui était quand même un fil rouge de l'œuvre de Jean Genet. Et je comprends que vous disiez cela. Vous savez d'ailleurs, la maxime des socialistes utopiques et des communistes utopiques du XIXe siècle, des gens comme Fourier, Saint-Simon, Engels et Marx eux-mêmes, c'était « on juge le degré de civilisation d'une société au sort qu'elle réserve aux plus démunis ». Et ce principe est une vraie boussole. Et c'est une boussole qui fut celle de Victor Hugo. Vous voyez, quand il se tourne vers ce qu'il appelle la canaille, la populace, c'est la pourpre, sous-entendu, c'est la pourpre de Versailles qui fait la misère des faubourgs de Paris, quoi. Et je trouve que c'est de la même façon que l'intervention de monsieur tout à l'heure sur Heine, c'est une excellente suggestion de comparer peut-être Jean Genet et Victor Hugo. Il y a eu ce même désir de se porter aux marges de la société, là où on trouve les gens rejetés, les exclus, etc., pour essayer de dire, mais attendez, arrêtez de les penser comme des hommes autres que les gens dits normaux, arrêtez de les rejeter dans l'altérité, et essayez de comprendre comment une humanité a pu être meurtrie en eux. Donc c'est une très bonne idée de les comparer tous les deux. Voilà, moi j'ai un petit témoignage de l'intervention, mais très intéressant de montrer Victor Hugo, l'internationaliste, l'européen. Bon, moi j'ai des attaches avec la Bulgarie, bon, je suis rentré mardi d'un séjour. Victor Hugo était intervenu à l'Assemblée nationale sur ce petit pays qui était massacré par les janissaires à l'époque du joug ottoman, un petit village qui s'appelle Batak, qui a subi ce qu'a subi Oradour-sur-Glane, c'est-à-dire tout le village a été brûlé, etc. Et Victor Hugo était intervenu à l'Assemblée nationale dans cet esprit de dire il y a un petit pays qui se fait massacrer, nous, Européens, etc., on ne doit pas laisser faire. Je crois que c'est un témoignage pour montrer que Victor Hugo, il allait bien au-delà de cet esprit. C'est vrai que l'Europe, le côté internationaliste, je crois que c'était un de ces aspects de ce grand Victor Hugo. Merci d'évoquer ça parce que ça me permet de compléter. Je n'ai pas pu parler parce que j'ai déjà parlé trop longtemps, mais il y a quelque chose que j'aurais pas dû... sur quoi j'aurais pas dû faire l'impasse et dont je ne vous ai pas parlé, c'est que pendant son exil, Victor Hugo, pendant les 20 ans d'exil à Guernesey, il va se déclarer patriote de l'humanité. Et il devient, c'est magnifique hein, comme expression, patriote de l'humanité. Il devient, alors que Marc Aurèle disait, en tant qu'Antonin, je suis citoyen de Rome, en tant qu'homme, je suis citoyen du monde. Cosmopolitisme. Victor Hugo invente l'expression patriote de l'humanité. C'est assez génial aussi comme expression. Et en tant que patriote de l'humanité, il s'est attaché à défendre au niveau international toutes les causes justes. Prenons quelques exemples. Le Portugal est le premier pays où on abolit la peine de mort. Et il a une correspondance avec De Brita qui se bat au Portugal pour l'abolition de la peine de mort. Et quand il apprend que le Portugal abolit la peine de mort, c'est le premier peuple, il dit « Vive le Portugal est la lumière du monde et toute l'Europe ». Il apprend que le général Bugeaud fait ses massacres. Et Victor Hugo n'est pas Zemmour.
Zemmour qui ose dire qu'il faut assumer les massacres du général Bugeaud, alors que Victor Hugo apprend les massacres à Alger du général Bugeaud, il condamne, et par là même il condamne le colonialisme. Quand Cuba se révolte contre l'Espagne pour devenir libre, vous savez ce que dit Victor Hugo à l'Espagne? Il écrit une lettre à l'Espagne qu'il aime, hein. Il aime l'Espagne. Victor Hugo, d'ailleurs, petit, il a suivi son père pendant l'invasion de l'Espagne par Napoléon. Il dit, écoutez, c'est extraordinaire, il utilise cette formule, ce qu'il faut, alors il dit à l'Espagne, il faut que vous lâchiez Cuba, il faut arrêter la colonisation de Cuba, vous devez lâcher Cuba. Et il dit, ce qu'il faut à l'Espagne, c'est Cuba de moins et Gibraltar de plus. C'est génial, parce que avec la possession de Gibraltar par l'Angleterre, c'est une terre espagnole qui est devenue propriété anglaise. Donc là, il prend le parti de l'Espagne contre l'Angleterre. Mais avec Cuba qui se révolte contre l'Espagne, il prend le parti de Cuba contre l'Espagne. Ce qu'il faut à l'Espagne, c'est Gibraltar de plus et Cuba de moins. C'est complètement génial. Donc effectivement, il a, pendant les 20 ans d'exil, fonctionné, si j'ose dire, un peu comme le patriote de l'humanité qui épouse toutes les causes au niveau international dont il entend parler. Donc c'est un aspect que je n'ai pas évoqué malheureusement par défaut de temps, par manque de temps, mais j'aurais dû le faire parce que ça concerne ce qu'il a fait pendant son exil. Et plusieurs fois, 20 ans d'exil, vous vous rendez compte, hein, il voyait de temps en temps de son promontoire où il allait les côtes de France dans la brume, là-bas au loin. Il avait envie de rentrer, il adorait la France. Il soutient Benito Juárez qui va se battre contre les troupes de Maximilien envoyées par Napoléon. Et lui dit à Benito Juárez et à ses partisans, tirez et visez bien, alors que l'armée d'en face c'est les Français. Il dit, ce n'est pas la France qui vous fait la guerre, c'est l'Empire. Et il se réjouit évidemment de la victoire de Benito Juárez contre les troupes de Maximilien. Donc c'est un vrai internationaliste, hein, et donc Napoléon envoie des lettres à Victor Hugo, il lui dit, mais vous êtes le plus grand poète, parce qu'il est emmerdé, Napoléon, que Victor Hugo reste en exil. Ça fait tâche quand même. Et il lui dit, mais revenez, voilà, tout est pardonné, tout est effacé. Et il répond dans Ultima Verbum, dans les châtiments que de poème entièrement dirigé contre Napoléon, il dit, je rentrerai quand la liberté rentrera. Et s'il n'en reste qu'un, je serai celui-là. C'est tout à fait extraordinaire ce poème. Voilà. Excusez-moi, vous voyez, c'est intéressant, il faudrait une deuxième conférence, mais bon, on s'arrête. Dernière, vous avez le mot de la fin. Très très vite. Merci pour votre brillante conférence. J'ai un excellent souvenir quand vous êtes venu au lycée Jules Ferry dans le 9e. J'étais professeur d'histoire à l'époque. Je crois que c'était en 2004, 2002 ou 2004. Et les personnels dans l'établissement avaient créé depuis une dizaine d'années un club débat. Et vous aviez été invité par le chef d'établissement, par le CA, et je crois qu'il y avait une centaine ou 70 ou 100 personnes. Donc j'ai un excellent souvenir. Et le thème, c'était la laïcité et la République. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Le lycée Jules Ferry dans le 9e. Bon, bonne soirée, monsieur. Voilà, nous vous remercions. Juste une information, donc la semaine prochaine, avec Isabelle Garot, donc les luttes d'idées à l'âge néolibéral, dans cette même salle. Logiquement, nous avions une conférence le 5 décembre, mais peut-être le conseil d'administration va modifier, car le 5 décembre, ça va être une grande journée de lutte. Il n'y aura pas de transport, il n'y aura pas... Enfin, voilà, il y aura pas mal de difficultés. D'autre part, vous savez, les frais que nous avons chaque fois que nous organisons nos conférences, grâce aux conférenciers qui ne demandent aucune prestation financière, mais on a la location de la salle et les vigiles. Donc il y a une petite cagnotte là à la sortie.